Léal Métro, premier fournisseur et livreur de produits frais et locaux aux restaurateurs partout en France, vous présente Sud Radio 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Bonjour à tous et bon dimanche. Je suis bien content de vous retrouver ce matin autour de la cuisine et de tout ce qui se mange. Oui, parce que je vais cuisiner, figurez-vous, une fois l'émission terminée. J'espère que vous aussi, après avoir fait votre marché comme moi. Alors, une actualité bien chargée en matière de métier de bouche et de cuisine cette semaine, puisque démarre ce matin à Paris jusqu'à demain soir le salon Gourmet Sélection. Qu'est-ce que c'est ? Gourmet Sélection, c'est un salon qui s'adresse aux épiceries fines. Oui, qui nous vendent tous ces beaux produits, tous ces aromates, tous ces condiments, toutes ces choses merveilleuses. Alors moi, j'ai pas résisté. J'y suis allé il y a quelques dizaines de minutes avec mon micro, traîner mes baskets. Sud Radio, Ferniaud fait le marché. Je viens d'arriver sur le salon Gourmet Sélection à l'heure de l'ouverture et coup de chance, je tombe sur le patron, le directeur de ce salon, Fernando Medina Zenov. Bonjour Fernando. Bonjour Vincent, quel plaisir de t'accueillir aujourd'hui chez nous. Ça démarre fort, il y a déjà du monde là. Exactement, la foule commence à arriver et là c'est vraiment une édition record des Gourmet Sélection parce qu'on compte aujourd'hui plus de 360 exposants. Édition record, donc on s'attend vraiment à un très très beau salon. Alors il est vrai que ce salon, il est particulier parce que dans les métiers de bouche en général, on cite d'abord, si on faisait un micro-trottoir, on interrogeait le public, on citerait d'abord les cuisiniers, peut-être les pâtissiers, peut-être ensuite les charcutiers traiteurs, les fromagers, etc. Les épiciers ont perdu un peu leur lettre de noblesse à travers le temps, parce que l'épicier, c'est devenu peut-être une supérette de centre-ville, alors que l'épicerie, au début, c'était vendre des épices, des aromates, l'épicerie fine. Exactement, et c'est vraiment ce qu'on veut mettre en avant avec notre salon. On parle d'épicerie de qualité. Ce qu'on a vu dans les marchés de l'épicerie fine, c'est que le marché il est vraiment en train d'évoluer. C'est pour ça qu'on parle aujourd'hui vraiment d'épicerie de qualité. Parce que l'épicerie de qualité, on peut la trouver chez les épiciers fins, des produits très intéressants en termes de qualité, mais on trouve des produits de qualité un peu partout et chez l'épicier de notre quartier, on les retrouve aussi. C'est vraiment ce qu'on veut mettre en avant avec notre salon. Alors le salon Gourmet Sélection, 2 jours à partir de là tout de suite, jusqu'à demain soir à la porte de Versailles à Paris. C'est un salon qui s'adresse à qui ? D'abord à des professionnels de ce monde de l'épicerie fine, mais pas seulement. Tout à fait. C'est un salon strictement professionnel. Et franchement, dans notre salon, le cœur des visiteurs, c'est l'épicier fin. L'épicier fin qui vient chercher ici les produits de qualité. Mais au-delà de ces épiciers, vous voyez aujourd'hui partout, je pense, un petit coin épicerie fine chez les boulangers, chez les fromagers. Les bouchers, les bouchers et charcutiers. Exactement. Ils sont tous... Même un petit coin, mais un espace, dans d'autres cas beaucoup plus important, dédié à ces produits d'épicerie de qualité. Oui, parce que quand on pense épicerie fine, on pense produits secs, produits tempérés, c'est-à-dire ce qu'on met dans le placard à la maison, les condiments, les aromates, les sauces, etc., et même des conserves. On pense moins produits frais et pourtant le monde de l'épicerie fine évolue aussi vers le produit frais et les petites préparations culinaires. Tout à fait. Déjà parce que on voit un phénomène se développer un peu partout, que c'est la restauration sur place dans les épiceries fines. Il y a de plus en plus des épiceries fines qui proposent un espace. Au début, c'était un peu pour déguster les produits, mais ça devient de plus en plus important au point où ça pèse beaucoup, parfois, en termes de chiffre d'affaires pour les épiciers fins. Cet espace restauration où ils peuvent déguster les produits, mais en même temps, c'est procurer des produits qu'ils peuvent cuisiner sur place et proposer à ses clients. C'est le cas d'un produit d'exception que j'ai découvert lors de notre concours Best of. Oui, dites-moi. Justement, moi j'étais dans le concours Best of avec la présidente cette année de notre jury, Mélissa Jabourin. Ah oui, elle est la présidente des charcutiers et traiteurs du Grand Paris. Oui, c'est quelqu'un d'important dans la profession des métiers de bouche. Tout à fait. Et bon, j'étais avec elle lors du jury et on dégustait les produits de charcuterie et les produits traiteurs. J'ai découvert des ravioles au perdreau qui s'est marié
mais fantastiquement avec du sésame torréfié. On a goûté ces ravioles qu'en fait ils viennent surgeler et on les cuisine chez soi ou chez les épiciers fins. Et j'ai découvert vraiment un produit qui m'a émerveillé. Une farce de perdreau, une farce de gibier. Tout à fait, avec des graines de sésame torréfiées. Quel régal, hein? Ouais, qui apporte un peu ce côté grillé, comme l'huile de sésame dans la cuisine asiatique. Alors c'est intéressant parce que vous dites, j'étais avec Mélissa Djabourian. Il faut savoir que dans le jury des best-of gourmet sélection, il y a des couples comme ça de journalistes, d'influenceurs qui travaillent, des couples ou des pairs, hein, ils ne sont pas forcément en couple, qui travaillent à sélectionner les meilleurs produits. C'est un peu ce que font les visiteurs qui viennent rencontrer en fait sur le salon des producteurs, hein, parce que vos exposants sont des producteurs, des gens producteurs ou transformateurs qui proposent des produits à tous ces acheteurs. Bien sûr, je pense que quand on est dans l'organisation des salons, et moi particulièrement, je crois à une chose au-delà de tout, et c'est le pouvoir de la rencontre. Quand on se rencontre face à face, lors d'un salon ou d'un repas ou de n'importe quelle opportunité, on arrive toujours à connaître les meilleurs de l'autre. Et dans ces cas, dans ces salons, les meilleurs qu'on a sur place, ce sont les produits de ces artisans toujours passionnés par ce qu'ils font. Et quand on vient les rencontrer, on se rend compte de tout ce qu'il y a derrière les produits, la qualité des ingrédients. Et je pense que c'est quelque chose d'essentiel pour les épiciers qui après peuvent, vis-à-vis de leur clientèle, transmettre le fameux storytelling, raconter l'histoire des produits. Exactement, mais c'est quelque chose de très important chez les épiciers fins aujourd'hui. Je pense que c'est dans leur métier d'être un peu les conseillers et un peu aider à la découverte du client avec cette connaissance des produits et des producteurs qu'ils peuvent avoir sur les salons. On a besoin de ça, ce rapport humain. Ce que vous mettez en avant, c'est toute la limite de l'intelligence artificielle et des boutiques en ligne, parce qu'au moment d'acheter des produits qui touchent à nos goûts personnels, on a presque besoin de quelqu'un qui a de la psychologie, qui va comprendre ce que vous recherchez à demi-mot et vous orienter vers le produit qui vous plaira. Tout à fait. Je pense que la technologie aujourd'hui, c'est devenu un incontournable dans le sens où parfois on ne peut pas s'en passer ou ce serait dommage de s'en passer. Mais que ce soit toujours au service du produit et jamais à l'inverse. C'est un outil comme n'importe quel autre. Mais Vincent, on parle de bouffe là. Rien ne va remplacer de goûter les bons produits. Savoir si c'est bon ou pas. Ah oui, c'est sûr qu'en ligne, c'est compliqué de goûter. C'est toujours un peu compliqué. La dégustation en ligne, en effet, on n'a pas réussi. Alors, au cours de cette journée, donc, vous allez avoir tous ces visiteurs qui vont venir déguster, acheter, prendre des commandes, découvrir, parce que c'est tout l'objet du concours des best-of. Tout à l'heure sera remis les prix de ces best-of. Quels sont les produits qui vous ont marqué dans la sélection de cette année, Fernando ? Alors, j'ai parlé de ces ravioles au Perro, c'était vraiment excellent. Les produits qui a eu les best of best, finalement... Ça, c'est le dessus du panier, c'est le produit identifié dans la sélection. La crème de la crème. Ouais. Cette année, en fait, c'était des pâtes de fleurs. De fleurs ? Exactement. Pas des pâtes de fruits. Exactement, j'ai dit bien pâtes de fleurs parce que c'est... Bien entendu, quelque chose comme la pâte de fruits, sauf que, c'est fait la pâte à base de pectine et d'agar-agar. Donc, ça, c'est le gélifiant, c'est normal. 100% végétal, mais ce qu'on sent derrière, c'est vraiment les goûts de fleurs. Plusieurs fleurs, déjà dans un packaging merveilleux, et même... parce que je pense qu'ils sont pensés vraiment à tout, avec une notice où on voit les différents goûts de chaque pâte qui vient avec des graines de fleurs qu'on peut après planter chez soi. C'est vraiment un produit d'exception et ça fait un très beau cadeau, je trouve. Alors, j'ai vu votre sélection, puisque j'ai mis la main à la pâte également, comme chaque année. Alors moi, il y a un produit qui m'a étonné. C'est un simple cassoulet en bocal. Un cassoulet portionné de chez Sillon. Alors, c'est intéressant parce que le cassoulet, a priori, en boîte, on se dit, bon.
Et là, il y a une sorte d'unanimité sur la qualité de ce produit, qui est pourtant un produit de terroir, un peu comme le pot de Joblèche dans le Nord, hein, le cassoulet. Ces deux produits cuisinés étaient sélectionnés. C'est vrai, et je pense que parfois, il faut surtout pas aller chercher ce qui est compliqué, élaboré. Parfois, quand le produit est bon, il n'y a rien de meilleur que mettre en avant les produits. Et c'est exactement le même cas pour ces deux produits-là, les cassoulets de chez Sillon et les pots de levêche du Nord. Dans les deux cas, ce sont vraiment des produits de qualité. Je pense que Maison Huchon, ce qu'ils ont réussi à faire avec les poches de levêche, c'est revenir avec un produit traditionnel. Très authentique. Exactement. Mais quand la qualité de la matière première derrière est excellente, les produits, c'est vraiment excellent. Oui, c'est vraiment assez étonnant hein, quand on voit la diversité aussi, hein, parce qu'il y a une douzaine de produits environ qui ont été sélectionnés cette année. Des boissons, un vin sans alcool à base de pinot noir, et qui est assez bluffant, je dois dire. Et puis, on a toujours l'impression que c'est générationnel et qu'on se fixe uniquement sur les générations comme la mienne, hein, un peu les anciens. Mais regardez, il y a un popcorn au beurre salé, au beurre de cacahuète, qui a obtenu aussi un best-of. C'est extrêmement divers, la sélection. Tout à fait. Je pense que ce qu'on voit, nous, pour les marchés, c'est que précisément les habitudes sont en train de changer pour les jeunes générations. Il y a une autre conscience de la santé qui, finalement, génère un changement d'habitude. On boit peut-être moins d'alcool, mais on veut quelque chose de très bon qui puisse remplacer ça. D'où l'essor, depuis quelques années déjà, de tout ce qui est boisson sans alcool, qui est devenu... C'est rarement réussi, hein, mais là, on a été surpris. Je suis d'accord. Avec le pinot noir, franchement, j'avais vraiment l'impression d'être face à un pinot noir, enfin. Après... Quand on les goûte, ça change, mais c'est très bon aussi. Oui, c'est l'alternative entre jus de raisin qui est très sucré, vin où il y a de l'alcool, c'est une sorte de jus de raisin non sucré avec des arômes de vin. Merci beaucoup Fernando Medina Zenov. Je vous souhaite une belle journée et une belle deuxième journée demain. Hein. Jusqu'à demain soir, je sais que vous allez être en pleine action. J'invite ceux qui nous écoutent à aller sur les réseaux sociaux, la page Gourmet Sélection sur Instagram ou sur le site pour découvrir la sélection des produits et notamment les professionnels qui n'ont pas pu être à Paris cette fois-ci et qui vous suivent quand même sur le net. Et bien sûr, ceux qui nous écoutent et qui sont en région parisienne de venir nous rencontrer, bien sûr. Il y a le temps. Il n'y a rien comme le face-à-face. Hein. Voilà. Dans le hall 5 de la porte de Versailles à Paris et Paris Expo. Merci Fernando. Léal Métro, premier fournisseur et livreur de produits frais et locaux aux restaurateurs partout en France, vous présente Sud Radio 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Mes amis, on ne quitte pas le monde de l'épicerie fine parce qu'il est vaste. Il est vaste et bien fourni. Oui, parce que le Salon Gourmet Sélection bat son plein à la porte de Versailles. Et cette année, il y a un partenariat avec une très grande enseigne. Alors, j'ai voulu en savoir un petit peu plus et j'ai appelé la responsable de ce beau partenariat. Sud Radio, Ferniaud fait le marché. Je suis en ligne avec Atika Kiredine. Bonjour Atika. Bonjour Vincent. Atika, vous êtes la directrice des achats d'une enseigne. Si on s'intéresse à la gastronomie et à Paris, tout le monde connaît, c'est le Galeries Lafayette, le Gourmet, le magasin d'alimentation de luxe, un peu, en tout cas de haute gastronomie des Galeries Lafayette. Tout à fait, chef. Tout à fait. Alors vous savez qu'on a un point commun, Tika, vous et moi, en dehors d'être des dingues de produits, parce qu'évidemment on peut pas faire ça respectivement si on n'est pas passionné par les produits alimentaires. Mais je crois que vous devez entendre autant que moi les gens vous dire « Ah, qu'est-ce que vous faites un beau métier !» Exactement. C'est vrai qu'on passe pas mal de temps à déguster, découvrir des produits. Alors, on a la chance, effectivement, de faire ce beau métier. Ouais. On goûte des belles choses. On peut aussi goûter des mauvaises choses. Ah oui. C'est le risque du métier. Ah bah ça fait partie du métier également, mais bon, on n'en parle pas du coup, on les écarte. Exactement. Oui, parce que vous faites évidemment, quand on est directrice des achats, on s'occupe évidemment de fournir. Combien de références d'ailleurs au Lafayette Gourmet ? On a
plus de 1000 références sur l'épicerie, mais beaucoup plus. En fait, on les compte plus. Il y a pas mal de rotations. Voilà, il y a du saisonnier, du permanent. Donc voilà, on essaie de faire un maximum d'offres pour répondre à un maximum de clients, puisque on est le magasin de tous, les galeries le magasin à luxe, c'est sûr, mais pas que. Oui, parce que vous avez, comme tous ces grands magasins d'alimentation, vous avez un fond, ce qu'on pourrait rattacher à l'épicerie fine, c'est-à-dire du tempéré, du sec, comme on dit dans le métier, mais de plus en plus d'offres cuisinées, d'offres pâtissées, de produits frais, de produits réfrigérés sur place, avec des partenariats avec des grands noms de la cuisine et de la pâtisserie. Effectivement, en fait, aujourd'hui, on travaille une offre qui est complètement 360 avec donc les grands noms de la pâtisserie, que ce soit Cyril Lignac, Yann Couvreur, Pierre Hermé, Alain Ducasse, et on travaille aussi toute la partie épicerie avec des marques plus de producteurs, une offre fraîche, une offre d'épicerie, et aussi un peu de congelé maintenant de plus en plus, mais très peu quand même, et on reste quand même sur des comptoirs traditionnels avec un charcutier avec Maison Véro, un beau boucher avec le Bourdonnec, etc. Donc on essaye vraiment de satisfaire un peu tous les clients, puisqu'on a quand même une cliente aussi de quartier qui vient faire ses courses, et on a une cliente touristique, mais l'idée c'est vraiment de pouvoir satisfaire tout le monde, et que dans ce bâtiment, on fasse rayonner l'art de vivre à la française au travers ces grands artisans. C'est super important. Attika, revenons à votre cœur de métier qui est l'épicerie fine. C'est sans doute grâce à ça ou à cause de ça que cette année vous êtes partenaire du salon Gourmet Sélection. Vous avez trouvé un territoire d'élection hors de chez vous, à la porte de Versailles. Effectivement. En fait, le salon du gourmet sélection, c'est un salon qu'on fait dans le cadre effectivement de notre sourcing. Bien sûr. Et pour nous, c'était une évidence de s'associer avec eux pour trouver le meilleur en fait de l'épicerie. Et c'est pour ça qu'on s'est associé cette année à ce beau concours qui est créé par le Gourmet Sélection en faisant un prix spécial Galerie Lafayette. Oui, un prix qui comporte plusieurs références, puisque vous avez travaillé avec le juré, les jurés d'arrache-pied pour identifier des produits qui vont en fait être mis au catalogue de vos références, qui vont être vendus dans votre magasin. Effectivement, on a goûté beaucoup de choses ce jour-là, mais c'est vrai qu'on a décidé de sélectionner des produits qui étaient beaucoup sur des alternatives, en fait, des alternatives végétales, des alternatives au café, etc., pour pouvoir faire rayonner en fait des nouveaux produits, des nouvelles façons de consommer. De l'insolite aussi, de l'insolite et du décalé parfois même. Exactement. Et c'était un peu l'occasion d'échanger aussi avec les professionnels du milieu pour venir aussi référencer des nouvelles marques et leur donner la chance de pouvoir être référencés dans notre magasin. Donc l'idée, c'est pas juste un référencement ponctuel, c'est d'écrire une histoire ensemble avec ces jolies marques. Mais c'est important pour vous, j'imagine, et pour vos équipes d'être à la pointe de ce qui se fait, et toujours être la première sur les nouveautés, sur des tendances, sentir avant tout le monde. C'est aussi ça votre métier? Tout à fait. Le rôle d'acheteur, et encore plus spécifiquement en grand magasin, c'est vraiment, on a un rôle de précurseur. On doit pouvoir lancer des tendances aussi, parfois, au-delà de juste les suivre, et vous pouvoir en lancer. Et c'est vrai que ces salons-là, comme le Gourmet Sélection, nous permettent justement de découvrir des nouvelles marques en avant-première, et aussi d'avoir ce côté un peu relationnel avec la marque, et de discuter aussi sur les envies des clients. Bien sûr. Parfois, juste des discussions peuvent créer des produits les années précédentes. Donc, c'est vrai que c'est important pour nous de garder cette proximité avec les artisans, les producteurs lors de ces salons. Et puis pour les producteurs qui sont là, ou les transformateurs, en tout cas des petites marques souvent artisanales, c'est un coup de pouce formidable, l'idée qu'ils vont être vendus chez vous parce qu'ils ont été identifiés. Effectivement, en fait, on ne travaille pas que des grosses marques, on l'a dit au début, c'est très bien, mais aujourd'hui, nous, on doit aussi mettre en avant le savoir-faire. Alors, l'artisanat française, oui, mais pas que, puisqu'on est aussi un magasin qui touche la partie internationale, l'excellence internationale. Donc, pour ces produits qui sont plus petits, effectivement, nous, notre rôle, c'est aussi de mettre en avant tout le travail qui est fait autour du produit, et de la matière première, et aussi tout ce qui est un peu innovation. De pouvoir tester et de voir un peu comment le client réagit à cela. Alors, avec Nina, qui est votre collaboratrice, Attika Keredine, vous avez identifié 6 produits, je crois, dans l'ensemble des produits. Pouvez nous les détailler en quelques dizaines de secondes, pour qu'on sache de quoi il s'agit, et comme ça, on va s'imaginer votre dégustation.
Ça marche. Alors nous, on a décidé de choisir donc effectivement 6 marques. Donc la marque de Courtoisie, qui est une marque qui travaille des terrines plutôt végétales, des lentilles, de la noix, du sel fumé, puisque c'était une belle alternative à tout ce qui est terrine à base de porc ou de viande, tout simplement. Oui, bien sûr, bien sûr. Ensuite, une marque effectivement qui s'appelle Epiem à travers toute la partie de la boisson alternative. Donc là, c'est du kéfir, Lupi Coffee. Alors, le kéfir, c'est une boisson fermentée douce, quoi. Généralement à partir de fruits, c'est ça? Exactement, c'est une boisson alternative qui n'est pas forcément vendue en ambiant d'habitude, et là c'est le cas. Ça nous avait beaucoup intéressé. En ambiant, c'est-à-dire en pasteurisé, en rayon chaud, quoi. Enfin, en tout cas, non frais. Ouais, exactement. Ouais. Il y a peu d'alternatives sur le marché sur ce produit. D'accord. Donc on avait trouvé ça intéressant. Notre coup de cœur, c'est porté sur Lupi Coffee. Ça c'est drôle. C'est une alternative au café. Alors moi, en tant que grande amatrice de café, c'est vrai que j'étais un peu perplexe. Quand je l'ai goûté, j'ai trouvé ça extraordinaire. C'est fait à partir de lupin. Donc du coup c'est très gourmand, en plus c'est bon pour la santé pour le coup. Pourtant vous êtes plutôt habitué à la chicorée, étant nordiste d'origine. Effectivement, une bonne chicorée avec une tartine de maroilles. Voilà. non mais pour le coup ça a vraiment été une très belle surprise cette marque. D'accord. J'invite les gens à goûter parce que c'est très étonnant effectivement le lupin torréfié. Et après on a effectivement décidé de primer aussi deux marques, l'huilerie de 5 saveurs et Maison Marque sont de très belles marques. Ils ont travaillé de l'huile de noisette qui a un goût très prononcé, très gourmand. C'est très bon ça. Il y a vraiment cette pureté du fruit torréfié quand on le sent en fait. Donc c'est une gourmandise. Et Maison Marque pour alors sa moutarde au cornichon. L'association peut être évidente, mais c'est vrai qu'il y a peu de marques qui font des associations sur la moutarde. Non, moi aussi ça m'a plu. J'ai vu passer ça. Non, mais se dire, c'est pour le sandwich, on va dire, au lieu de mettre des cornichons et de la moutarde ou de la mayo, etc. Là, on a les deux en un et c'est très malin parce que ça croque un peu. C'est sympa du coup. Exactement. Et enfin, la dernière marque, c'était la marque Sillon sur des condiments à base de sésame, d'ail et piment. Et ce qu'on a trouvé intéressant, c'était très gourmand. Et aussi cette approche épicée avec des saveurs un peu asiatiques. Les épices, l'umami. L'umami à mort. Exactement. Voilà, gustativement, on a été plutôt régalés cette année sur la découverte des marques et des produits. C'est la même maison, on en parlait tout à l'heure avec Fernando, qui a obtenu aussi un best-of pour son cassoulet, figurez-vous, un produit extrêmement authentique, terroir, et qui a surpris par sa qualité. Bon Atika, j'imagine que vous êtes en train de chausser vos baskets pour aller à Gourmet Sélection y passer la journée, Une grosse journée s'annonce pour nous, de rencontres avec les marques et de belles découvertes. Je pense que je vais vous y retrouver tout à l'heure. On se verra après l'émission, parce que moi aussi, c'est pas très loin, je vais rappliquer. Et si vous êtes professionnel des métiers de bouche, parce qu'il n'y a pas que des épiceries fines qui vont à Gourmet Sélection, les bouchers, les charcutiers, même parfois les magasins d'alimentation, partout où on a besoin d'acheter des épices, des condiments et des produits de qualité. Passez sur le salon jusqu'à demain soir. Après, dans 2 minutes, on se retrouvera dans une autre région, parce que j'ai été traîné aussi cette semaine au Mondial du fromage. Vous vous souvenez, on en parlait dimanche dernier. Mondial du fromage, une perle. À tout de suite. Léal Métro, premier fournisseur et livreur de produits frais et locaux aux restaurateurs partout en France, vous présente Sud Radio 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Mes petits amis, si vous voulez être sûr de me voir voyager, promettez-moi un beau fromage au bout de la route. Cette semaine, je suis allé au Mondial du fromage à Tours. Vous vous souvenez, on en a parlé dimanche dernier avec les patrons de ce Mondial du fromage. Et j'avais des questions à poser sur un fromage emblématique français qu'on croit connaître et qu'on connaît très mal, le camembert. Et alors là, pour avoir des belles réponses, j'ai eu des belles réponses. Sud Radio, Ferniaud fait le marché. Alors, je suis avec un homme qui s'y connaît parfaitement en matière de camembert, et pas seulement, c'est Bruno Lefebvre. Bonjour Bruno. Bonjour Vincent. Bonjour. Bruno, vous êtes le directeur des fromageries Grain d'Orge. Alors, évidemment, dit Grain d'Orge, dit Normandie et dit camembert. C'est même le cœur de métier chez vous. Absolument, le camembert de Normandie, mais c'est vrai que Grain d'Orge, c'est aussi la trilogie des fromages du Pays d'Auge avec le Pont-l'Évêque et le Livaro. Et puis aussi, on est acteur à Neuchâtel, en cœur de Neuchâtel. Allez, un petit peu de Haute-Normandie, toute la Normandie. D'ailleurs, puisque vous me parlez des autres fromages d'appellation, les 4 fromages d'appellation normande, qu'est-ce que chez vous représente,
sans parler de chiffre d'affaires, mais en proportion de vente, le camembert par rapport au Pont-l'Évêque et au Livarot? Alors, le camembert, c'est un gros tiers de nos ventes, le camembert de Normandie, le Pont-l'Évêque également. Et après, le Neuchâtel et le Livarot. C'est plus confidentiel. Voilà, pour le troisième tiers. D'accord. Alors, j'ai plein de questions à vous poser sur le camembert, parce que voilà le fromage qui est assez représentatif du français, hein, toujours la baguette et le camembert, et puis le litre de rouge, enfin le litre, c'est plutôt 75 centilitres hein, dans les vins de qualité. Et on le connaît mal. On va revenir un peu sur l'historique, ce fromage qui est né après la Révolution française. Absolument, qui est né 2 ans après la Révolution, puisque la légende dit que Marie Harel a accueilli au manoir de Beaumoncel un prêtre réfractaire de la région de Meaux. Un prêtre défroqué. Défroqué, absolument. Et voilà, qui se cachait dans un manoir de Beaumoncel, voilà, sur les hauteurs de Camembert. Et elle fabriquait des fromages frais qu'elle vendait à des affineurs. On peut penser à l'époque qu'elle était plutôt d'ailleurs productrice de Livarot, qui était le steak de l'ouvrier et la viande du pauvre au Pays d'Auge. Et en fait, lui a appris la capacité effectivement à développer la moisissure, le Penicillium camemberti. Lui, c'était un briard. Un briard, dire, voilà, hein. il connaissait la recette du brie de Meaux. Ouais. Et donc, en fait, on peut dire effectivement que la Seine-et-Marne a quand même apporté une petite touche aux Normands. On va dire un savoir-faire briard sur les meilleurs laits du monde qui sont en Normandie. Absolument, ça on peut pas le nier. Et les laits du Pays d'Auge, les laits de Camembert, on a vraiment une terre dédiée à l'élevage bovin, l'élevage des chevaux. Mais l'élevage laitier est important en Normandie. Mais c'est vrai que l'herbe y pousse toute seule finalement. Alors, depuis Marie Harel, les choses ont bien changé parce qu'aujourd'hui c'est un fromage, le camembert, qui est extrêmement technique. Et notamment les fromages d'appellation d'origine, le camembert de Normandie, moulé à la louche, au lait cru. Il y a un cahier des charges qui est extrêmement précis. Absolument, et c'est vrai que cette recette de Marie Harel, finalement, pour le camembert de Normandie, qui bénéficie de l'appellation d'origine protégée, elle a finalement peu évolué. Moi, je trouve que dans ma famille, les camemberts, ça a démarré en 1891, 100 ans après Marie Harel. Et vous voyez, ça continue encore aujourd'hui. Et voilà, j'ai beaucoup parlé avec mon père, avec mon grand-père. J'ai fait mes premières armes en collant les étiquettes dans la fromagerie de mon grand-père. Et finalement, la recette, elle a peu changé. Elle a peu changé. On est toujours sur cette technique très particulière du moulage à la louche en 5 passes. Les 5 louches sont espacées chacune de 50 minutes. Ce qui fait qu'on ramène du lait frais sur du lait qui s'est déjà acidifié. Et c'est ça le secret du camembert. Et c'est ça qui fait qu'il est très fragile. Acidifié par la fermentation? Par les ferments lactiques naturels du lait cru. Et puis aussi, chaque fromager a son secret. Il cultive ses ferments lactiques, plus ou moins rapides, plus ou moins aromatiques, etc. Et donc, c'est cet équilibre qu'il faut conserver entre la vitesse de l'acidification de nos ferments et la vitesse d'égouttage. Et c'est vraiment cette technique du moulage à la louche qui donne cette texture si particulière. Bruno Lefebvre, il faut dire qu'il y a une vraie compétition normande entre les grands camemberts de la Manche, hein, du Cotentin, et ceux du Pays d'Auge qui sont le pays d'origine. Qu'est-ce qui explique la différence de goût d'un camembert à l'autre? Parce qu'on pourrait se dire, au fond, dans le lait, on ne peut pas identifier réellement des goûts très différents. Qu'est-ce qui va différencier un camembert d'un autre quand on aime une marque? Alors, je dirais que le terroir a quand même une incidence parce qu'il y a ce lien effectivement au pâturage et à l'herbe. On dit souvent que les pâturages du Cotentin, la proximité de la mer, amène un peu d'iode sur l'herbe et puis cette ail sauvage qui pousse sur les prairies du Cotentin lui donne cette petite note taillée. Mais je suis d'accord avec vous, la recette, le savoir-faire fromager sont tout aussi importants sur le goût final du camembert. Et c'est vrai qu'en Pays d'Auge, on le disait, on a un terroir magnifique et on a aussi un savoir-faire fromager qui s'est transmis de génération en génération. Et cette recette qui permet effectivement d'avoir le juste équilibre entre l'acidité et l'égouttage et ce choix des ferments qui permet effectivement de plus ou moins typer le produit. Comme pour du vin, comme pour un autre grand produit de fermentation, on choisit ses ferments. Enfin, c'est... Absolument, on les sélectionne et quand on les tient, on les lâche pas et on les confie pas. C'est des recettes secrètes, ça? Oui, c'est des recettes secrètes. Alors, oui, il y a vraiment... le goût maison, quoi. Oui, une sélection et quand on le tient. Après, ce qui est
ce qui est compliqué et ce qui est nécessaire, c'est de répéter malgré la saison, malgré effectivement les vaches qui vont avoir des rations différentes, c'est de répéter ce qu'on appelle la caillebotte, c'est-à-dire le fromage au démoulage et que l'on va saler et que l'on va affiner. Et pour que les ferments s'expriment, il faut que cette caillebotte elle soit la plus régulière possible. Et c'est ça tout le savoir-faire du fromager en fait. Oui, que dans chaque boîte de camembert, il y ait le même goût, hein, parce que c'est comme ça au final qu'on puisse être sûr d'avoir un goût maison. Absolument. On n'est pas sur des fromages uniformisés, on n'est pas sur des fromages standardisés, mais on a quand même une typicité que l'on recherche. Et par exemple, sur notre camembert que l'on fabrique à la fromagerie de Saint-Loup, la petite normande... Oh, mon chouchou. Ah oui, je sais que vous avez un petit peu... Ah oui, ça doit être la tête de la petite normande aussi, que je trouve bien mignonne. La petite normande, oui. Philippe Mellon m'explique que c'est un mannequin de la maison Patou qui a posé pour l'étiquette dans les années 20. C'est vraiment une étiquette historique, on l'a dédiée à nos crémiers fromagers. Et à chaque fois qu'ils nous retrouvent là sur le stand, ils sont contents de retrouver cette petite normande. Alors cette petite normande, elle a effectivement des arômes très lactés dans les premiers jours d'affinage. On disait qu'il faut à peu près, 8 jours pour avoir un camembert qui est raffiné, 2 semaines pour un demi, 3 semaines pour un 3/4. Et au bout de 30 jours, au bout de 4 semaines, on a vraiment cet affinage 4/4. Et là, elle prend là aussi cette petite pointe d'ail. Et pourtant, il n'y a pas trop d'ail sauvage dans les pâturages normands, mais c'est effectivement nos ferments qui ont la capacité à transformer la caséine et la protéine du lait en arôme soufré, aillé. Oui, aillé ou oignon, hein, c'est-à-dire des aliacés, quoi. Oui, des aliacés, effectivement. C'est une production naturelle, en fait, à partir de la caséine et de la protéine. D'ailleurs, l'affinage du fromage, c'est partir d'un produit assez neutre et aller vers sa typicité en développant ses arômes propres. Absolument. On a les levures, on a les géotrichomes et on a les pénicilliums qui vont produire des enzymes qui vont digérer à la fois la matière grasse et la protéine du lait. Et là, en digérant, ils vont générer des esters avec ces notes de fruits. Quand on dit que... Molécules aromatiques, on peut dire. Des molécules aromatiques. Quand on rentre dans un halloir de camembert, on ferme les yeux et on dit ça sent la pomme. Et certains clients disent mais oui, vous dites que ça sent la pomme parce qu'en Normandie, mais moi je sens la banane. C'est vraiment des molécules effectivement aromatiques qui ont ces notes fruitées. Donc un fromage jeune, il va développer ses notes beurre crème bien sûr, mais aussi ses notes fruitées. Et puis plus on va avancer dans le temps et plus les notes vont être soufrées, étables, animales. Et pour finir effectivement sur ces notes, cette petite pointe d'ail qui est la caractéristique de la petite normande. J'aimerais comprendre quelque chose, parce que vous êtes un grand technicien du camembert. Quel est ce miracle qui fait qu'un cœur crayeux, donc avec une solidité, et puis une granulométrie qui n'est pas toujours très agréable, va se gélifier en quelque sorte, devenir fondant, onctueux au bout d'un mois, comme vous le disiez? Alors ça, c'est vraiment les enzymes du Penicillium camemberti, ou qu'on appelle aussi Penicillium candidum, qui ont cette capacité à protéolyser à digérer en fait les caséines et à les solubiliser, et effectivement à les rendre onctueuses. On part de quelque chose de granuleux, de cœur un peu crayeux, et on va les digérer complètement. C'est une digestion en fait. Ouais. On dit ça, la protéolyse, la lipolyse, c'est-à-dire que les enzymes vont manger le gras et les protéines. Voilà, ils vont les pré-digérer. Et c'est pour ça que le fameux docteur américain avait offert une statue à Vimoutier, parce qu'il avait soigné des malades aux États-Unis dans les années 1920. Il avait soigné des malades du cancer de l'estomac avec des camemberts, et il a voulu rendre hommage à Marie Harel parce qu'en fait le camembert est un fromage prédigéré par ses enzymes. Et puis que le pénicillium c'est quand même un antibiotique. Absolument, absolument. Donc mangez du camembert de Normandie au lait cru et vous serez en bonne santé. Bruno Lefebvre, une dernière question, là aussi un peu technique. On est sur des terroirs qui partagent plusieurs fromages, et notamment le Pont-l'Évêque et le camembert. C'est le même lait à l'origine. Alors j'imagine qu'on joue sur la fabrication d'un fromage avec peut-être la quantité d'eau, la quantité de sel et les ferments. Mais comment expliquer qu'à partir du même lait, on ait deux fromages aussi radicalement différents ? Alors en fait, c'est un peu l'histoire de ces fromages, et c'est les moments de la préparation du lait ou les moments de la transformation du lait. Sur un Pont-l'Évêque, on est sur un lait doux, on est sur un lait issu de la traite. Et en général, on ne laissait pas le lait refroidir, on l'emprésurait aussitôt, on le faisait cailler aussitôt. Et puis comme c'était le soir,
on l'égoutait rapidement. On le découpait en petits grains, on le pressait dans une toile et on le mettait en moule. Et donc, il s'égouttait pendant la nuit. Le camembert de Normandie, c'est différent. On prend son temps, on laisse le lait s'acidifier, se maturer. Et puis ensuite, donc ça dure une nuit. Et le lendemain matin seulement, là, on va ajouter la présure. Et surtout, on ne va pas briser le lait. C'est la louche qui va venir prendre le caillé dans la bassine. On va la déposer délicatement dans un moule. On va faire ça 5 fois. C'est ce qu'on appelle l'égouttage spontané du camembert. L'égouttage, voilà, on égoutte lentement. Et par pesanteur. Par pesanteur, voilà, c'est du spontané. On ajuste le soir, on retourne le moule et on dépose une petite plaque en inox pour que le cylindre soit le plus plat possible au démoulage. Mais voilà, le camembert de Normandie s'égoutte lentement, alors que le Pont-l'Évêque s'égoutte très rapidement. Donc du coup, on a un produit avec moins d'eau à la fin dans le Pont-l'Évêque, qui sera un fromage de garde. Et puis on le sale plus tard. Donc le géotrichum va s'implanter à la place du pénicillium. Le camembert, on va vite le saler, le pénicillium va s'implanter et après les ferments de surface vont faire l'écart du goût. Mais d'abord, on a fait un cahier différent. C'est ça qui est important. Sud Radio, Ferniaud fait le marché. Ah, j'ai encore des étoiles dans les yeux en écoutant Bruno Lefebvre et aussi des étoiles sur la langue et dans le palais parce que j'en ai goûté des beaux camemberts et d'autres beaux fromages à ce mondial du fromage. Restez avec nous parce que dans 2 minutes, on va partir dans une toute autre région pour la recette de saison. Vous le savez maintenant, à chaque fin d'émission, on fera une recette de saison. On va parler ensemble de la soupe au pistou. Ah oui, c'est pas le même pays que le camembert. Léal Métro, premier fournisseur et livreur de produits frais et locaux aux restaurateurs partout en France, vous présente Sud Radio, 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Mes amis, le moment du bonheur gustatif, le moment du régal, c'est aussi le moment de la recette de saison. À la fin de l'émission, on se donne faim, c'est normal. C'est l'heure d'aller encore faire le marché et d'aller faire la cuisine derrière. Et puis alors ce matin, le marché, on va aller le faire sur le cours Saléya à Nice, figurez-vous, parce que la recette qu'on va vous détailler, c'est la soupe au pistou. Et alors là, ça vaut tout, ça. Sud Radio, Ferniaud fait le marché. Au téléphone avec moi, un chef aux abords de ce cours Saléya, Dominique Lestanc. Bonjour. Bonjour Vincent. Dominique, vous êtes le chef du mythique restaurant La Merinda, qui est juste à côté du marché. Alors là, on peut pas faire plus facile, on peut pas faire plus frais du coup, pour les légumes. Vous vous servez pratiquement au coin de la rue, quoi. Oui, tout à fait, avec mon vélo tous les matins. Je fais plusieurs allers-retours avec ma petite caisse sur le porte-bagages. Et je vais chercher mes légumes et je cuisine et je recommence. Et voilà. C'est comme ça que vous gardez la forme. Alors, je me disais ce matin, en pensant à vous, je me disais, depuis le temps qu'on dit le chef qui a repris le restaurant La Merinda, mais ça fait tellement longtemps maintenant, ça y est quoi, plus personne ne dit qu'il a repris. Ça fait combien d'années maintenant La Merinda, Dominique ? Moi, ça fait 29 ans. C'est fou. Non, mais c'est complètement dingue. Oui, Jean et Christiane l'ont tenu 30 ans. Bah ouais. Non, mais donc, voilà. Autrement dit, c'est vraiment chez vous. Et parce que à l'époque, on disait, voilà, il reprend la maison, il reprend les recettes, etc. Mais ça y est, quoi. Plus personne ne se souvient des prédécesseurs, pourtant, qui ont tellement marqué l'histoire de ce lieu. Et puis, c'est un vrai bistrot niçois, comme on aime, comme ça, au débeauté, avec la cuisine du marché, tout ce qu'on aime, c'est-à-dire ce que vous trouvez, vous le mettez en œuvre pour faire le meilleur, le plus simple et le meilleur. Alors, on va parler de la soupe au pistou, Dominique, parce que c'est évidemment un classique de votre coin de France. C'est une recette comme vous les aimez. Vous la faites à la maison aussi, en dehors du resto ? Oui, parce qu'en fait, je pense que c'est ma soupe préférée. Ah ouais, ouais. Voilà. Et donc, en fait, c'est une soupe d'été, de fin d'été, parce que il faut encore les tomates, il faut les pélandrons qui sont, après, on peut remplacer par des haricots verts. C'est des haricots plats que nous, on a à Nice, qui sont légèrement tigrés, noirs, comme ça. Ouais. Et très important pour la soupe au pistou, ce sont les cocos. Et nous, on prend les cocos niçois,
qui sont... Bon, après, il y a les pains pollés, il y a plein de choses. Puis il y a les Bortoli, là, bons. les Bortoli italiens. Ouais. Oui, aussi, mais nous, on a les blancs niçois. Ah, formidable. Et ils sont magnifiques, ils sont tendres, ils sont beaux, ils gardent la couleur. C'est les meilleurs pour moi. Et puis aussi. je crois, Dominique, comme moi, vous êtes un dingue de ce que les Provençaux appellent l'oubalico, le basilic, hein, qui est l'élément essentiel de cette soupe au pistou. Oui, c'est-à-dire que c'est elle qui va relever la soupe. Hein. On va le mettre tout à la fin. Eh ouais. Quand moi, je le fais plus bouillir. Hein. Ma soupe sera absolument plus bouillante. Ah ouais. Et je mets par personne, je mets une cuillère à soupe de pistou. Donc, mon basilic mélangé avec le fromage et l'ail et l'huile d'olive. Et je mélange et surtout ne plus faire bouillir. Ah non, mais alors, c'est sûr. Puis alors, je me permets de dire, là, j'en profite, hein, puisque vous me tendez la perche, le basilic et le pistou sont deux choses différentes. Souvent, les gens du nord du pays disent le pistou pour le basilic, mais le pistou, c'est un mélange. C'est le pesto, en fait. Oui, tout à fait, et que nous, on utilise aussi pour nos pâtes au pistou. Ah bah oui, c'est pour ça que je disais que vous êtes dingue du basilic. Et d'ailleurs, ça vient du latin et ça vient d'italien pestare. Pestare, ça veut dire écraser, hein. Normalement écraser avec les pieds, piétiner, écraser. Donc parce qu'on le fait au mortier et au pilon, le pistou. Ouais. Logiquement. Oui, logiquement. Enfin, à la base. Bon, nous, on ne le fait plus au pilon et au mortier parce qu'on en fait une grosse quantité tous les jours. Oui. Mais c'est vrai que normalement, on écrase le basilic avec l'ail. Ouais. Et ensuite, on mélange le fromage toujours dans ce mortier et on monte à l'huile d'olive à la fin. Alors, il ne faut pas confondre, donc, je le dis pour tous ceux qui nous écoutent qui ne sont pas du Sud, le pistou et le basilic, c'est deux choses différentes. Le basilic entre dans le pistou, mais le pistou, c'est le mélange. Alors, comment est-ce qu'on fait cette soupe? D'abord, quels sont les légumes? On en a parlé, c'est d'ailleurs pour ça que c'est plutôt une soupe de fin d'été, à la fois parce qu'on attend les haricots, hein, et le haricot, bah, c'est le stade ultime hein, dans la gousse. Et puis, surtout, c'est vrai que c'est une soupe qui est assez roborative, nourrissante. On a du mal quand il fait encore trop chaud. Donc septembre, c'est le bon moment. Tout à fait. Et puis c'est une soupe qui doit être épaisse, hein, qui doit être tenir au corps et tenir dans le bol. Alors bien sûr, il y a chacun un petit peu ses variantes. Hein. Bien sûr. Si tu veux, moi, pour ce qui est très important pour moi dans la soupe au pistou, parce qu'on veut qu'elle soit belle aussi, non seulement bonne, mais belle au niveau de la couleur. Donc il ne faut pas démarrer tous les légumes en même temps. On commence comme dans la ratatouille, oignons. En fait. Voilà. On commence par les oignons avec l'ail, un bouquet garni, qu'on fait tomber. Oui, tomber, ça veut dire revenir pas trop fort pour que ça juste sans se colorer, quoi. Oui. Voilà, faire suer, on les fait suer. Très important aussi de faire suer tous les légumes, parce que si on ne le fait pas suer, on va avoir un bouillon un peu liquide. Et si tu fais tuer tous tes légumes, ça va être beaucoup plus velouté. Ça va être plus élevé. D'accord. Et puis ça concentre les arômes parce que quand on fait suer, on fait sortir toute la vapeur d'eau, toute la flotte en fait qui sont dans les légumes. Voilà, exactement. Et donc à ce moment-là, tu démarres avec tes oignons, ton ail, un peu d'ail et bouquet garni. Ensuite, moi, je rajoute les carottes, les poireaux, le navet et le céleri branche. Après, il y en a qui mettent pas de navet ou qui mettent pas de céleri parce qu'ils n'aiment pas le céleri branche. Mais voilà, moi, c'est dommage. Parce que le céleri, même dans le minestrone, qui est une autre forme de soupe assez proche, pour moi, c'est essentiel. C'est un exhausteur de goût formidable. Mais bon, ok. Oui, tout à fait. Donc, on fait suer ces 4 légumes, là, on peut les 5 avec l'oignon, on peut les faire suer ensemble. Et à ce moment-là, on mouille à l'eau à hauteur. D'accord. On laisse bouillir pendant 5-10 minutes. Et quand ça commence à être cuit, on rajoute les tomates qu'on a bien charnues, hein. Oui, bien charnues, bien épaisses, où on a enlevé la peau. Coupé en dés. Toujours, il faut que les légumes soient coupés à peu près de la même taille, hein, tous les légumes. Ensuite, quand la tomate cuit très vite, hein, quand même, donc on rajoute les pommes de terre. On continue pommes de terre plus haricots. Enfin, ok, pour savoir, mais on prend des... La pomme de terre aussi va te... Déliter un peu, elle va lier parce qu'il y a la fécule. D'accord. Donc on prend de la pomme de terre mixte, hein, pas de la pomme de terre trop ferme. Non. D'accord. Et surtout, on la lave entière, on la coupe en dés et après on la lave plus parce que la fécule doit rester pour lier la D'accord, ok, l'amidon. Après, les pélandrons ou les haricots verts qu'on coupe en petits tronçons aussi. Et la courgette dans la foulée aussi. Et là, tu vas avoir une belle soupe qui va, tu vois, les haricots et les courgettes, ça va être cuit en
en 7-8 minutes. Oui, Donc, ça va garder sa couleur, quoi. Ça va garder la couleur et tu vas avoir une très belle couleur. Et ensuite, bien sûr, cette soupe, tu rajoutes au dernier moment, avant de servir. Parce que la soupe, si tu veux, tu peux la faire la veille. Parce que souvent, pour les auditeurs, ça les arrange. Oui, c'est un bouillon de légumes. C'est un bouillon de légumes avec c'est ce qu'on appelle un potage, quoi. Voilà. Hein? Alors, à ce moment-là, au dernier moment, tu la réchauffes et une cuillère à soupe de pistou. Et donc, pour le pistou, moi, j'utilise pour une grosse botte de basilic, 100 grammes de parmesan, 2 gousses d'ail et 1 cuillère et demie ou 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Et pas de noix, pas de pignons, ni de noix, ni de noisettes, non. Alors, les pignons, c'est à Gênes, et nous, à Nice, on ne met pas. Oh non, donc, mais je respecte. On peut, si on a envie, on peut. Hein, la soupe ne sera pas moins bonne, elle sera peut-être même meilleure, mais à Nice, c'est sans les pignons, donc on le fait comme ça. Et évidemment, comme on est en fin de saison, il y a pas mal de basilic qui sont en fleurs. On peut utiliser les fleurs de basilic pour les mixer. Oui, pas de problème. Ou alors, plus joli, tu coupes avec les ciseaux les pointes des fleurs et tu les mets sur ta soupe juste avant de servir. Voilà. Et parce qu'il faut rajouter quand même quand tu as mis tout, un petit filet d'huile d'olive dessus. De la méranda, parce que je sais que vous avez votre huile chez vous. Elle est drôlement bonne d'ailleurs. C'est de l'huile de caillette, de l'huile d'olive niçoise? Oui, enfin, c'est la même origine, mais elle vient d'Imperia, donc juste de l'autre côté de la frontière, mais c'est la même olive. La même olive, voilà. Génial. Merci beaucoup, Dominique Lestanc. Je suis sûr que tout le monde a pris son petit cahier pour noter la recette de la soupe au pistou, parce que ça, c'est la soupe de saison, juste avant que l'automne arrive, pour se souvenir de l'été. Et si vous voulez la déguster chez Dominique Lestanc, c'est à la Méranda, à Nice, bien entendu. Voilà, mes amis, l'émission s'achève sur un goût de pistou aux accents niçois, on l'a compris, mais d'abord, avant une bonne soupe au pistou, place aux infos de 11h, et puis comme chaque dimanche, vous retrouverez une sélection des meilleurs moments des Chevaliers du Fiel. Ah oui, faut rigoler avant le déjeuner, ça ouvre l'appétit. Eh oui, bon dimanche à tous à l'écoute de nos programmes. Léal Métro, premier fournisseur et livreur de produits frais et locaux aux restaurateurs partout en France, vous a présenté Sud Radio, Ferniaud fait le marché.